Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Focus sur Radio Mayuri. Mon invité aujourd'hui est Nadine Félix. Nadine Félix est donc chef d'entreprise, mais avant cela, elle a travaillé pendant plusieurs années à France Télévisions. Et puis, elle a accepté également cet exercice très difficile de commenter l'actualité. Bonjour Nadine. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors c'est vous qui avez l'habitude de poser les questions, on inverse les rôles aujourd'hui. Alors parlez-nous un petit peu justement de toutes ces années que vous avez passées à France Télévisions. Je sais que vous avez gravi également des échelons. Oui, des années formidables j'ai envie de dire parce que dès que je suis rentrée, à l'époque c'était pas France Télévisions, c'était RFO Guyane, je réalisais un rêve. Parce que depuis enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire, je voulais être journaliste. Et tout de suite après mes études en rentrant en Guyane, j'ai pu commencer à travailler à RFO. Et c'était vraiment un rêve pour moi. Et puis les choses sont allées très vite en fait. Parce que dès que j'ai mis un pied dans la boîte, ça fonctionnait bien. Et je suis devenue donc journaliste radio tout en ayant un pied en télé. Très vite je suis rentrée dans l'encadrement parce qu'on m'a sollicité à peine quelques années après être rentrée. Et puis ensuite est venu le temps, bien des années après, quand je suis devenue rédactrice en chef, de quitter la Guyane parce que j'étais sollicitée en Polynésie. J'avais une mission particulière en Polynésie à remplir. J'avais 3 ans pour le faire. En 2 ans et demi, ça a été, on va dire, bouclé. Donc on m'a envoyée sur une autre mission à Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que directrice régionale. Là, c'était socialement que les choses étaient un peu plus complexes et qu'il fallait un petit peu remettre un peu d'humanité dans le fonctionnement de cette station. J'avais 2 ans pour le faire et pareil, 1 an et demi après, on m'appelle en Guadeloupe. Et là, c'est une station de 200 personnes. Et quand j'arrive, à peine quelques mois après, arrive le Covid, avec le défi que tout le monde a eu de gérer à la fois la gestion de ce virus qu'on ne connaissait pas bien, donc avec tout ce qu'impliquait, les cas contacts qu'il fallait éloigner, etc. Et continuer en même temps avec plus de la moitié de la station qui était en télétravail, continuer en même temps à transmettre l'information, les informations primordiales qui concernaient justement le virus à ce moment-là. Et donc cette carrière de 25 ans m'a construite. Et donc quand je décide de partir, il y a quasiment 2 ans, 2 ans presque jour pour jour aujourd'hui, que j'ai vraiment, qu'on a mis fin à mon contrat suite à la négociation d'une rupture conventionnelle. Je pars en étant, j'avais pas prévu de partir, on va dire les choses clairement, j'ai pas prévu de partir à ce moment-là, mais quand finalement je prends la décision d'y aller, et aujourd'hui encore, je peux dire que pas une demi-seconde je l'ai regretté. J'ai passé de très belles années à France Télévisions, mais de nouvelles très belles années aussi se sont ouvertes devant moi. Et finalement, je pense que c'est ça l'objectif d'une vie, faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire au moment où on a la possibilité de le faire. Et quand on peut vraiment faire ce qu'on aime, c'est un luxe incomparable. Voilà. Autant dire que les Guyanais connaissent cette voix et ce visage. Alors, cela fait quoi, Nadine Félix, de ne plus faire de l'antenne ? En fait, pour être très honnête, l'antenne, j'avais commencé à la quitter déjà avant de quitter France Télévisions, puisque quand on rentre dans l'encadrement, alors certes en Guyane, je continuais à avoir un pied en télé, un pied en radio, un pied dans le management, les 2 pieds dans le management, il faut dire les choses, mais en même temps continuer à animer des débats en radio, en télé, jusqu'à l'élection de la première collectivité territoriale où j'ai animé quasiment tous les débats qui ont eu lieu sur cette question-là. J'ai co-animé parce que j'avais comme partenaire en radio Bertrand Villeneuve et comme partenaire en télé José Charles Nicolas. Donc oui, j'étais à moitié à l'antenne déjà pendant tout ce temps-là, mais au moment où je quitte vraiment la Guyane pour être cette fois-ci manager à 100% et à temps plein, j'ai quitté l'antenne aussi. Donc c'est un deuil qu'il faut faire parce que qui trop embrasse mal étreint, et que quand on veut bien mener ses équipes et surtout quand elles sont de taille de plus en plus importante, il faut savoir se concentrer à la mission qu'on vous a confiée. Voilà. Alors, au bout de 25 ans, tourner la page, ce n'est pas évident pour personne. Comment ça s'est passé pour vous? On sait que vous avez créé votre entreprise. Alors, parlez-nous de cette reconversion. En fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, quand les choses commencent à se passer un peu mal et qu'on me demande des choses que j'ai
plus envie de faire et qu'on me demande aussi de rester loin de la Guyane alors que j'ai subi des deuils successifs qui ne font que me ramener ici et qui font que j'ai envie de profiter encore du reste de ma famille. J'arrive au constat que je ne dis pas que les choses ont été faciles. Hein. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de la douleur derrière tout ça, parce qu'il y en a eu. Évidemment, c'était pour moi un deuil supplémentaire de devoir quitter France Télévisions. Mais la décision s'est prise en une fraction de seconde. Je ne l'ai jamais regretté, comme je l'ai déjà dit. Et surtout, je suis partie du constat, et ça peut servir à des personnes qui nous écoutent, que France Télévisions m'a aidé à grandir. France Télévisions, je lui ai donné mes compétences, je lui ai donné mon savoir-faire, je lui ai donné mon savoir-être, je lui ai donné ma personnalité, et que tout ça existe en dehors de France Télévisions. Et du coup, tout ça, je le mets au service finalement de ma propre entreprise et des gens que j'accompagne et de ce que j'aime faire. Et j'ai en plus une liberté aujourd'hui de faire et de faire tout ce que j'aime faire que je n'avais pas forcément avant. Du coup, je me dis que c'est toujours la même personne qui travaille pour elle. Et la liberté, c'est quelque chose de formidable parce que je suis quelqu'un qui aime faire tellement de choses. Je fais partie de ce qu'on appelle les personnes multipotentielles. Et cette multipotentialité-là, aujourd'hui, elle est mienne. Et je peux l'exprimer comme je l'entends. Pendant ces 2 années, depuis que vous avez quitté France Télévisions, vous n'êtes pas beaucoup exprimé. C'était parce que c'était nostalgique, douloureux plutôt. Il fallait laisser le temps au temps, comme l'on dit. Oui, c'était douloureux. Clairement, c'était douloureux, bien sûr, parce que je n'avais pas du tout envisagé de faire ce choix-là et que c'est parce que je suis dans un moment conflictuel et particulier que je dis, bon ben là, stop, quoi. Ce que je vis ne me plaît pas et j'ai pas envie de continuer à vivre ça. Donc oui, je dis stop. Bien sûr que c'est douloureux. Dans le même temps, comme je vous ai dit, c'était 25 ans formidables et j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Et c'est pas parce qu'on est en conflit et là on est sur des questions de personnes que je vais jeter le bébé avec l'eau du bain et le bain en question ou le bébé plutôt en question, c'est une entreprise dans laquelle je me suis totalement épanouie. C'est une entreprise qui m'a permis de découvrir que oui, je pouvais être une bonne journaliste, mais que je pouvais être aussi animatrice. C'est l'entreprise qui m'a permis de découvrir, et là vraiment je le dis, que je pouvais être manager et être un bon manager. C'est l'entreprise qui m'a offert de multiples formations en management. Et donc, j'ai pas envie de cracher sur tout ça. Et que c'est une entreprise aussi qui héberge aujourd'hui mes anciens collègues, mais aussi nombre de mes amis. Et je sais également l'importance, pour avoir été directrice régionale, évidemment, je sais l'importance que revêtent ces stations d'outre-mer dans nos pays en particulier, avec la rigueur du travail. Alors même si ce sont des stations qui sont souvent très critiquées, il faut le dire, parce que c'est le média historique et que le média historique, de toute façon, on va le critiquer, mais ce sont celles qui restent des médias de référence. Quand on est dans une période de crise, on l'a vu avec le Covid, quand on est dans une période de crise, on écoute tout ce qui se dit, mais le soir, on va écouter le JT de la station de France Télévisions, de la station première, parce que c'est là où on a le plus de chances d'avoir une information qui soit la mieux vérifiée, la mieux recoupée, recroisée, peut-être un peu prudente parfois, mais en tout cas, la moins susceptible d'émettre des fake news. Malgré que l'offre soit restreinte, il faut l'avouer, en Guyane, malgré tout, est-ce qu'on pourrait envisager de vous retrouver sur une autre antenne, un autre média? Est-ce que vous avez fait des propositions? Oui, bien sûr qu'on m'a fait des propositions, très clairement oui. On m'a fait des propositions sur d'autres médias, on m'a fait des propositions politiques aussi, je ne vous cache pas. Mais non, parce que je n'ai pas quitté une geôle pour aller dans une autre. J'ai pas envie de retrouver, en pire en plus peut-être, parce que de façon plus contrainte en termes de moyens, les mêmes difficultés que j'ai quittées. J'avais vraiment envie, là pour le coup, moi de faire ce que je veux. Et c'est pourquoi j'ai créé en même temps et en parallèle ce que j'appelle mes 2 bébés. Le bleu et le rose. Le premier bébé, c'est NF Consulting, c'est mon entreprise de conseil, d'accompagnement, management, coach de vie, parce que pendant tout le temps
où ça a duré 9 mois les négociations avec France Télévisions concernant ma rupture conventionnelle, moi je me forme. J'ai toujours aimé me former, j'ai toujours été avide de formation continue. Je continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc pendant tout ce temps-là, moi je me forme au coaching, je deviens coach certifié, je me forme à la PNL, je me forme au MDR, je me forme à l'EFT, je me forme à l'hypnose, je me forme et je continue jusqu'à aujourd'hui à me former à l'accompagnement et à la compréhension de l'humain. Parce que ça, c'est ce qui m'anime depuis toujours. Et dans le même temps, je crée un deuxième bébé qui me tient vraiment à cœur. C'est le Sorella Club, qui est un club pour les femmes, pour l'épanouissement et le développement des femmes. Un club qui parle de sororité, mais un club qui parle de solidarité, qui parle de développement personnel, certes, mais qui parle aussi de confiance en soi et qui veut promouvoir tout ce qui peut permettre aux femmes à la fois d'oser faire ce qu'elles n'osent pas faire. Parce qu'on sait par exemple, il y a des études qui montrent que sur un poste donné, quand il y a une offre de candidature, un homme qui a 60% des compétences va y aller, une femme va attendre d'avoir 100% des compétences pour y aller. Donc il faut développer ça, parce qu'il faut qu'on puisse oser, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas oser autant que les hommes. Et puis il faut aussi, et ça j'ose le dire, combattre ce phénomène qui veut que les personnes les plus critiques vis-à-vis des femmes soient les femmes elles-mêmes. Je crois qu'il y a là une insécurité, il y a un certain nombre de choses qu'on développe justement dans le club, qu'il faut mettre en place pour faire comprendre aux femmes qu'on n'a pas besoin de se battre les unes contre les autres, on a beaucoup plus besoin, parce qu'il faut rééquilibrer le masculin et le féminin, on a vraiment besoin de solidarité entre nous pour pouvoir, pour qu'il y ait une émulsion ensemble, pas l'une contre l'autre, mais l'une avec l'autre. Une femme qui a des compétences n'est pas un obstacle et on n'a pas à lui faire peur, on doit s'en inspirer. Il faut transformer la jalousie en inspiration. Et ça, voilà, c'est tout le combat de Sorella Club. Et je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça. Voilà. Vous vous projetez davantage aujourd'hui dans la transmission que dans les médias, proprement parler. Oui, parce que déjà, je l'ai fait pendant 15 ans. Hein. Quand on est manager, on est beaucoup dans la transmission. Je pense qu'un bon manager ne se contente pas d'avoir ses compétences. Il doit pouvoir transmettre. Il doit pouvoir aider les autres aussi à s'élever. C'est ça, un manager. Et le manager qui va choisir d'éliminer autour de lui ce qui pourrait éventuellement lui faire de l'ombre, c'est qu'il n'a rien compris. Voilà. Et on sait qu'il y en a. Donc oui, je suis dans la transmission et j'aime ça et je le faisais déjà naturellement. Donc là, aujourd'hui, j'en fais mon métier. Et je ne renonce pas tout à fait aux médias parce que je m'autorise à faire des interviews quand j'en ai envie, à faire des vidéos. Je suis appelée parfois également pour des personnes, des entreprises, des administrations, des institutions qui me demandent ma collaboration, ma contribution sur certaines de leurs actions. Je suis appelée parfois, ce sera le cas bientôt là en Bretagne pour des conférences. J'aime écrire aussi. Et là aujourd'hui j'ai la liberté de le faire. La musique, je ne renonce pas parce que je viens quand même d'une famille de musiciens. Donc ça fait partie aussi de mes hobbies et là aussi je laisse libre cours à la fois à la transmission mais également au plaisir qu'il peut y avoir à faire ce qui va nous rendre alignés avec nous-mêmes. Et non pas sur une trajectoire que d'autres ont choisie pour nous, mais une trajectoire qui est la nôtre, qui est la mienne en tout cas en l'occurrence. Et j'aide les personnes que j'accompagne à retrouver leur propre trajectoire. C'est la question justement que j'allais vous poser, vous l'avez anticipé sur l'alignement. Donc aujourd'hui vous êtes totalement aligné avec vos valeurs et avec ce que vous êtes vraiment. Exactement, exactement. Parce que quand on travaille dans une entreprise, il faut épouser les valeurs de l'entreprise. Et c'est normal. Sauf que, et j'invite aussi beaucoup, notamment des étudiants qui nous écoutent, à se poser la question, quand ils entrent dans une entreprise, on a tous besoin de travailler, il faut gagner son pain, mais est-ce que les valeurs de cette entreprise correspondent à nos propres valeurs? Si ça ne matche pas, il y a toujours un moment où on va se prendre le mur. Et c'est ce qui s'est passé me concernant. Il y a eu un moment où les valeurs n'étaient plus tout à fait alignées avec qui j'étais. Et c'est où on renonce à soi, où on fait un choix différent. C'est ce que j'ai choisi moi. Très bien, on va maintenant évoquer l'actualité avec vous, la journaliste que vous êtes toujours, voilà, disons-le.
Parlons d'abord de l'immigration, qui est une problématique récurrente en Guyane. On a l'impression qu'on a face à nous un puits sans fond. Oui, c'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile. En même temps, on est dans un pays qui s'est construit par l'immigration. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense que chacun d'entre nous, si on remonte, je ne dis même pas la génération au-dessus, mais la génération encore supérieure, on a des origines qui viennent d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous. Donc nous sommes le fruit de cette immigration. Maintenant, il y a une expression que j'aime bien, il y a un moment où le sucre ne fond plus dans l'eau. Et je crois que nos gouvernances, je dis nos gouvernances parce qu'il y a des gouvernances locales, il y a des gouvernances au-dessus, au national, il y a des gouvernances européennes également, doivent impérativement se pencher sur cette question. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'avoir des fonds qui arrivent pour une population donnée, celle qui a été comptabilisée. On sait en plus que les chiffres sont sous-estimés. Et avoir cet afflux de population qui nous arrive et face à laquelle on se sent impuissant et qu'on n'est pas en capacité d'accueillir. Donc il faut un moment que les choses soient vraiment, mettre les choses face à face. Il faut être réaliste. Il faut arrêter. Ça fait 50 ans que ça dure et peut-être plus. Il faut arrêter de faire comme si on ne sait pas qu'ici, il n'y a pas de frontières et qu'ici, les gens vont rentrer. On le sait. Comment on l'assume? C'est ça la vraie question. Comment on l'assume? Et je m'adresse autant à nos locaux, à nos politiques locaux, je le redis, qu'à l'État, qu'à l'Europe. Arrêtons de faire comme si on ne le sait pas. Arrêtons comme si un jour quelque chose va faire que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas. C'est évident que ça ne s'arrêtera pas. Et c'est évident que les mouvements aujourd'hui du monde, les mouvements planétaires, aujourd'hui on a des migrants qui nous arrivent de pays auxquels on ne s'attendait pas il y a encore 10 ans en arrière. On a une population haïtienne qui ne fait que croître, une population brésilienne qui ne fait que croître. On a beau essayer de dire qu'on va essayer d'endiguer, ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire ça. On n'a pas les frontières qu'il faut. C'est tout. Donc c'est où on l'assume, où on continue à subir. Mais si on continue à subir, j'ai beaucoup de craintes pour notre pays dans les années qui viennent. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'organiser pour se dire, ok, on sait que ça va nous tomber dessus, ça nous tombe dessus tous les jours. Arrêtons d'être victimes de ça, organisons-le. Et tout le monde doit se mettre autour de la table. Organisons-le. Où est-ce qu'on va mettre? Le pays est grand. Les 90% du pays est vide. Organisons les choses. C'est tout. Arrêtons de jouer aux naïfs qui ne savons pas que oui, l'immigration va continuer. Et là, je parle, moi je suis créole, je suis d'origine, ce qu'on appelle les créoles en Guyane, qui aujourd'hui commencent à regretter le fait d'être en minorité, de peut-être plus exister demain, etc. Il faut arrêter de pleurer maintenant. Il faut arrêter de pleurer, on est face à cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'organise justement pour intégrer ceux qui arrivent ou on ne le fait pas et on risque de se retrouver avec un problème communautaire qui va être encore plus important parce que chacun va rester dans sa propre culture. Chacun va rester dans son compte à soi et on aura des populations qui ne se mélangeront plus. Et là, on commence à le faire alors que jusqu'à présent, c'était le cas. Ça se fait de moins en moins. Alors qu'on a un destin commun, qu'on le veuille ou pas. Le simple fait de partager ce territoire fait que d'où que nous venions, nous avons un destin commun qui est l'avenir de ce territoire. Et l'autre sujet sur lequel j'aimerais vous interpeller, c'est sur l'enclavement. Les élus s'y sont penchés le week-end dernier à Sinnamary. On a vu tout le monde était présent autour de la table. Et vous, en tant que citoyenne, journaliste, quel regard portez-vous sur ce problème aussi qui concerne au fait qui coupe, qui divise quelque part le pays? Vous savez, nous sommes le seul territoire français en Amérique du Sud. Je pense qu'il serait temps que la France comprenne qu'on n'est pas sur une île grande comme le centre spatial guyanais. Il faut comprendre qu'on est dans un pays où, effectivement, si on ne fait pas l'effort de mettre des routes et d'avoir des liaisons aériennes, et je ne dis pas l'un ou l'autre, c'est les deux,
oui, on va vers de la division. Oui, je disais, on ne peut plus être aujourd'hui dans un pays où on a la sensation quand on prend l'avion pendant 45 minutes qu'on arrive dans un autre monde, dans un autre pays. C'est ça la réalité de la Guyane. Quand j'ai commencé mon métier de journaliste, et je dirais même encore plus loin, quand j'ai fait mon premier stage de journaliste, on était en 1991. Je faisais mon premier stage de journaliste et je me revois dans un avion avec, à l'époque, feu Georges Ottilie. Nous allions à Saint-Georges en avion. La route n'y était pas encore. Et c'était la première fois, moi, que j'allais à Saint-Georges à ce moment-là. Et je me suis dit, oui, j'ai bien choisi ma voie. C'est ça qu'il faut que je fasse parce qu'il n'existe pas une Guyane, mais des Guyanes. Et ne pas travailler mieux sur l'enclavement de ces zones-là, c'est continuer à faire des Guyanes. Comment est-ce qu'on peut organiser et développer un pays qui est aussi fractionné? Voilà, maintenant quand je dis ça, il faut, Yaka, Faucon, c'est facile à dire. Évidemment que j'imagine bien que c'est pas si difficile, mais j'ai mal au cœur, moi, quand je vois ce qui se passe avec Air Guyane. J'ai mal au cœur quand je vois que la dernière route construite, c'est la route d'Apatou. Et dans quel état elle est aujourd'hui. Et j'ai mal au cœur de voir qu'il y a que la plupart des Guyanais vivant dans l'île de Cayenne ne connaissent pas une grande partie de leur pays. Voilà. Maintenant, quelles sont les solutions? Oui, il faut désenclaver, oui. Il faut des liaisons aériennes, oui. Mais comment on fait, avec quels fonds? On a des élus qui sont aussi là pour travailler sur la question. Je vais juste dire que pour avoir travaillé, pas simplement être passé en vacances, pour avoir travaillé sur d'autres territoires, bien plus petits que le nôtre. Je prends juste l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon. 6 000 habitants. 6 000 habitants. Il n'y a pas une institution qui n'existe pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Avec un hôpital à la pointe. Comment est-ce qu'on arrive à faire dans certains territoires ce qui semble impossible ici? Il y a un moment, cette question-là aussi, il faut se la poser. Il faut arrêter de nous prendre pour des canards sauvages, quoi. Très bien, je vais vous passer le micro après parce que le bras, ça commence à peser. Alors, dernier sujet que j'aimerais que nous abordions avant de conclure cet entretien très intéressant, c'est concernant le cinéma, puisque nous sommes sur la place des Palmisses et se déroule actuellement le festival de la toile des Palmisses. L'occasion de se questionner sur les retombées que peut générer le cinéma dans notre pays, dans notre département. Alors le cinéma, levier économique de développement, vous y croyez ou pas? J'y crois de plus en plus parce que force est de constater qu'on n'a jamais eu autant de production locale. On n'a jamais eu autant de festivals. Festival de court-métrage, festival de film, festival de documentaire. Et moi, le documentaire est un genre qui me touche particulièrement, évidemment, sans doute parce qu'il y a la fibre journalistique derrière. Il n'y en a jamais eu autant. Je trouve ça encourageant de voir le public qui se déplace pour venir assister à ces projections. Et je dirais qu'au-delà de cela, et notamment pour le genre documentaire, on l'a vu avec le FIFAC dernièrement, il n'y a jamais eu autant de productions guyanaises au FIFAC. On était sur une année record. Toutes ces productions sont des occasions de parler de la Guyane et de montrer la Guyane à l'extérieur. Toutes les occasions de montrer la Guyane à l'extérieur sont bonnes à prendre. Il y a un autre levier économique auquel on tourne le dos radicalement. C'est pourtant la première industrie au monde, c'est le levier touristique. Je refuse de croire que parce que notre mer n'est pas bleue, vous avez noté que je n'ai pas dit qu'elle n'est pas belle, parce que qui a dit qu'une mer marron n'était pas belle? Je refuse de croire parce que notre mer n'est pas bleue qu'il faille renoncer à une manne pour laquelle tous les pays du monde se battent et nous on lui tourne le dos. On n'investit pas, on ne met pas de fonds, on ne prévoit pas de fonds, ou très peu, trop peu en tout cas là-dessus.
Et je considère que grâce à ce genre de manifestation, c'est l'occasion de montrer un pays qui en vaut la peine. Et nous devons en être convaincus. Et c'est ça, sans doute, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous sommes parfois nos plus grands détracteurs, alors que nous sommes dans un pays extraordinaire. Et la personne qui vous parle est quelqu'un qui a beaucoup bougé. C'est un pays qui en vaut la peine. C'est un pays où il y a beaucoup à faire. Il faut le dire, il faut le faire savoir, il faut le montrer au monde, mais il faut avant tout en être convaincu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur l'économie du cinéma, mais voilà, c'est ce que j'en pense. Après, je vais quand même juste dire sur l'économie du cinéma que les producteurs sont des personnes très courageuses parce qu'on arrive avec une passion, un art, un talent, et qu'il faut se battre pour obtenir des fonds pour pouvoir produire. Et que ça, il faut du courage, il faut parfois du savoir-faire, souvent, et que c'est sans doute le plus gros obstacle qu'ils rencontrent quand il s'agit de produire ici. Et ça mérite d'être encouragé. Et j'invite tous les décideurs à se pencher sur cette question-là, parce que ça mérite vraiment d'être encouragé. Alors l'information est tombée hier et avant-hier. La Guadeloupe et la Martinique, 5e destination préférée des Français. La Guyane, pour revenir au tourisme, on peut regretter de ne pas partager le gâteau, de ne pas prendre notre part également à ce gâteau. Il n'y a pas de gâteau à partager, il y a un gâteau à faire. Il y a un gâteau à faire. Laissons-leur leur gâteau. Parce qu'ils ont travaillé pour ça. C'est pas, il y a 10 ans en arrière, le tourisme en Guadeloupe, par exemple, qui est le territoire que je connais le mieux par rapport à la Martinique, qui voit quand même son tourisme légèrement décroître, hein, il faut le signaler quand même. Mais le territoire de la Guadeloupe, il y a 10 ans, n'avait pas les faveurs des Français. Ils ont travaillé, ils se sont retroussés les manches. Hein. Ils ont investi, ils ont créé des écoles, ils ont formé des jeunes qui, pour certains d'entre eux, vont travailler ailleurs, mais sont les premiers ambassadeurs de leur pays. Et certains reviennent pour travailler dans leur pays. Au niveau de l'hôtellerie, on vous disait, quand on vous parlait de l'accueil aux Antilles il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas un accueil formidable. Aujourd'hui, qu'allez-vous leur reprocher? Ils ont travaillé sur ça. Ils ont travaillé sur ça et ils ont été accompagnés par les pouvoirs publics qui ont mis des fonds, qui ont investi. Pareil pour La Réunion. À La Réunion, ils ont investi sur le tourisme. C'est pas simplement parce que la mer est bleue ou que je sais pas quoi. C'est parce que aussi il y a une stratégie. Nous, on a des choses à vendre qui sont pas les mêmes qu'en Martinique et en Guadeloupe. Il faut les travailler, ces choses à vendre, et il faut le faire savoir. C'est, une fois de plus, c'est un boulot. Il faut se retrousser les manches, mais il faut y croire surtout. Il faut arrêter de penser que tout le monde va se partager, comme vous disiez, ce gâteau, mais que nous, on n'y a pas droit. On n'est pas des victimes. Il faut qu'on se construise notre propre avenir. Merci beaucoup Nadine Félix. Que peut-on vous souhaiter pour la suite, pour les années qui viennent, les mois qui viennent? Écoutez, moi je me sens plutôt comblée, hein, je dois dire, jusque dans ma vie privée où je suis une jeune mamie et que je trouve ça extraordinaire et que j'adore ça. Alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, écoutez, que je continue à m'épanouir dans ce que je fais, que je continue à explorer toutes mes pistes d'épanouissement, toutes mes pistes de développement. Et puis, moi, je le redis à ceux qui nous écoutent, s'il y a une chose que j'ai découverte, moi, c'est qu'on peut se relever de tout et de chaque chose. J'ai vécu des choses difficiles, personnellement, professionnellement. On peut se relever de tout. En revanche, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et moi, je suis là pour ça aujourd'hui, parce que j'ai traversé toutes ces choses-là. Je peux transmettre maintenant. Voilà. La résilience, ça va être notre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Pas évident sous ce soleil, ici sur la place des Palmis. Nadine Félix, merci. Merci à vous et à bientôt. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous
sur Radio Mayuri.